L'axe Téhéran, Moscou, Pékin, la capacité militaire. Ce sont ces informations en source ouverte, comme on dit maintenant, qui ont été citées notamment par Newsweek sur le missile Sarmat. On sait que c'est l'arme suprême, souvent agitée comme une menace par la Russie. Mise en avant un essai, par Vladimir Poutine. Exactement, un essai se serait mal passé, aurait mal tourné, ce qui est évidemment assez inquiétant sur le degré de maîtrise des Russes de leur propre armement nucléaire. Le missile a explosé dans son silo, créant un cratère de 55 mètres et détruisant l'infrastructure de la rampe de lancement. On se rappelle les inquiétudes qu'il y avait déjà en 91 sur l'état réel du parc nucléaire russe, avec le risque y compris d'accident. Oui, alors il faut préciser de quoi il s'agit. Le missile Sarmat, alors en code OTAN, s'appelle le SSX-30. X, ça veut dire qu'il est encore en essai. C'est un missile intercontinental. Il peut aller normalement jusqu'à 18 000 km et lourd. C'est un missile, un ICBM lourd. Il doit faire aux alentours de 300 tonnes. À titre de comparaison, les missiles M51 que l'on tire depuis nos sous-marins nucléaires, ils font 50 tonnes à peu près. Donc on est dans ce qui se fait de plus gros dans le monde, et donc avec une capacité, on voit sur l'image, capacité d'emport de charge de jusqu'à peut-être 15-16 têtes nucléaires. Donc il est très puissant, il va très loin. C'est sa principale qualité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est destiné à remplacer, il est surnommé le Satan 2, ça c'est la dénomination OTAN, à remplacer le SS-18 Satan 1, qui a été construit en Ukraine. La technique du missile balistique intercontinental lourd, elle est à Dnipro en Ukraine. Du temps du RSS. Oui, du temps du RSS. C'est là où tout s'est fait, comme beaucoup d'autres domaines industriels. Mais les Russes ont été obligés. Il leur reste 46 de ces missiles SS-18 puissants, lourds, ICBM lourds. Ils ont été obligés de faire appel à l'Ukraine pour les entretenir. Vous entendez ça? Il y a un accord en 2006 avec l'Ukraine pour l'entretien des missiles intercontinentaux lourds russes, qui évidemment n'est plus en état, mais tout ça, ça montre que effectivement les Russes, sans les Ukrainiens, ils ont quand même quelques difficultés en termes d'ingénierie, et on le voit pas seulement d'ailleurs dans l'exemple du Sarmat. C'est le 4e essai, il y en a un qui a réussi sur les 4. Le premier, c'était en avril 2022, donc, juste et après puis là, le début de la guerre. Depuis, c'est raté. Le programme a pris quand même un gros coup dans le nez. Le silo est détruit. Ça fait mauvais genre. Oui, ça est certainement retardé depuis quelques années. Mais il faisait partie des armes merveilleuses qu'avait présentées Poutine, dont aucune ne fonctionne. Non. Michel Goya, il est l'heure de citer une de vos phrases favorites d'Audiard, quand les mecs de 120 kilos parlent, ceux de 60 écoutent. Alors voilà, on va écouter un mec de 120 kilos, en tout cas moralement, qui est l'amiral Vichot, parce qu'alors évidemment, vous êtes l'amiral Vichot. Bonsoir, mon amiral, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Voilà, alors pour une fois, je vous baptise 60 kilos, vous voyez, je suis sympa. J'aimerais bien. Voilà, vous avez une certaine svelte également. Amiral, évidemment, je plaisante parce que vous êtes, en plus, bien sûr, vos informations sont très importantes, mais vous étiez au cœur de ça, de la dissuasion française. D'abord sur le crédit qu'on peut attacher à ces informations, comme on dit en source ouverte, sur ce qui se serait passé, ce missile qui aurait explosé dans son silo, je viens d'apprendre qu'il fait 300 tonnes. Donc l'immensité de... Est-ce que ça vous paraît un scénario crédible? Tout à fait. En fait, ces missiles, il faut savoir que ce sont des fusées donc à 3 étages. Effectivement, ce sont des missiles très lourds, entre 200 et 300 tonnes au décollage. Et leur carburant, ce sont des ergols, c'est-à-dire comme pour les premières fusées, ce sont des fusées qui ont un combustible liquide. Donc, et toute l'efficacité de ce combustible, c'est que le liquide soit particulièrement instable. S'il est particulièrement instable, il développe une puissance considérable, et c'est ce qui explique qu'on puisse faire décoller une telle masse dans un silo. Alors le problème, c'est que comme c'est particulièrement instable, eh bien, de temps en temps, ça explose. Donc c'est bien pour ça qu'on s'interdit d'embarquer des missiles avec cette technologie à bord des sous-marins, et que nous, on a des missiles à poudre, c'est-à-dire un combustible solide, et pas des missiles avec des ergols qui sont très instables. Ce que vous décrivez est quand même assez terrifiant, parce qu'il y a un petit côté apprenti sorcier. On se dit, on a une méthode de... Expliquez bien d'abord
Donc là, le missile n'avait évidemment pas de charge nucléaire, j'en déduis. Hein. Oui, non, ça aurait pris d'autres proportions et surtout on s'en serait rendu compte parce qu'il y aurait eu certainement un dégagement dans l'atmosphère qu'on aurait pu détecter. Non, c'était encore un missile d'essai, donc il avait certainement des charges à bord, en particulier des véhicules qui étaient destinés à mesurer les paramètres pendant le vol. Et on sait qu'il était prévu qu'il soit tiré du cosmodrome de Plesetsk, qui se trouve au sud de Mourmansk, c'est-à-dire tout à fait à l'ouest de la Russie. Et la cible vraisemblable, parce qu'on n'est pas certain puisqu'il n'a pas volé, mais que la cible vraisemblable, c'était la presqu'île du Kamchatka, c'est-à-dire à l'autre bout de la Russie, et à peu près à la moitié de sa portée annoncée. C'est-à-dire qu'on essayait de renouveler le premier tir d'essai. Puisque, comme vous venez de le dire, il y a eu ensuite 4 échecs successifs, celui-là est le 4e, et donc on essayait de renouveler le premier tir d'essai pour bien démontrer qu'on avait retrouvé la technicité nécessaire pour mettre en œuvre ce missile. Et comme le faisait remarquer très fort justement le colonel Goya à l'instant, c'est urgent parce que ce missile il était annoncé pour être mis en service en 2020, on est en 2024, il n'est toujours pas en service, et pour le moment il n'y a qu'un seul tir qui a réussi, et là encore, peut-être que ce tir avait réussi, d'une part parce qu'il bénéficie encore peut-être d'ingénieurs formés en Ukraine et certainement de composants qui ont depuis disparu suite au blocus qui est exercé face à la Russie. Amiral, ce que vous racontez est quand même assez inquiétant parce qu'on se rappelle que déjà à l'époque de Gorbatchev, ça date, il disait il y a eu un certain nombre d'accidents, il y a eu un certain nombre d'imprévus, il y a eu des moments où même l'alerte a sonné du côté des Russes ou du côté des Américains. Donc c'est une industrie terrifiante dans laquelle il y a une marge d'incertitude. Ah oui, est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que c'est pas... Moi, je dirais plutôt, sans rien y connaître, que c'est rassurant. Parce que s'ils essaient de faire marcher leurs missiles et qu'ils pètent dans le silo, ça veut dire qu'ils ne sont pas si dangereux que ça. Oui, enfin c'est rassurant jusqu'à un certain point, parce que quand vous avez des missiles en silo qui sont des missiles anciens, puisque comme le disait encore le colonel Goya il n'y a pas longtemps, ces missiles à propagande liquide, ils ont une caractéristique, c'est que ce sont des liquides tellement instables qu'ils corrodent les fusées dans lesquelles ils sont contenus, les réservoirs des fusées dans lesquelles ils sont contenus. Ce qui fait que tous les 3 à 5 ans, 3 ans pour les missiles les plus anciens et 5 ans pour les missiles les plus modernes, il faut envoyer ces fusées, les vider bien sûr, et puis les envoyer en visite complète pour refaire ou en tout cas remettre à niveau les réservoirs. Si on perd cette technologie ou si on ne maîtrise plus très bien la technologie de fabrication des carburants, à ce moment-là, le carburant devient instable et le missile équipé de sa tête nucléaire peut exploser dans le silo. Et là, c'est une autre paire de manches. Donc, on se retrouve avec un incident nucléaire. Certes, il n'y aura pas d'explosion de la bombe, mais il y aura un épandage de matière fissile. Donc, nous n'avons pas intérêt à ce que ces missiles soient mal entretenus et qu'ils soient conservés trop longtemps. Donc, sans aller jusqu'à souhaiter que les essais du Sarmat soient plus performants, il faut plutôt souhaiter que les Russes décident de conserver des missiles de taille plus raisonnable qu'ils maîtrisent mieux. Amiral, merci beaucoup. Ils n'ont pas besoin d'un missile de 15 000 km. Merci beaucoup de vos informations, de vos explications tellement éclairantes. Qu'est-ce que ça dit sur le rapport de force et sur la réaction des Américains qui prennent très au sérieux cette course à l'armement? L'essai américain du missile nucléaire Minuteman III est un avertissement à nos adversaires, disent les États-Unis. Les États-Unis ont mené avec succès un lancement d'essai électronique du missile balistique intercontinental Minuteman III. L'essai réalisé le 17 septembre a été qualifié de signal adressé à nos alliés et à nos adversaires. On peut mettre bout à bout tout ce que disent les Américains depuis 10 jours, 10 mois, depuis des années. Eux prennent très au sérieux et ils dépensent des sommes colossales dans cette course. De toute manière, les Américains ont intérêt, je dirais, vis-à-vis de leurs alliés, vis-à-vis d'eux-mêmes, de maintenir le niveau le meilleur possible de la crédibilité de la dissuasion nucléaire. Nous y avons d'ailleurs, nous, Français, intérêt aussi. Ça, c'est quelque chose qui fait partie du jeu de la dissuasion. Dans une période, évidemment, de tension comme aujourd'hui, c'est encore plus nécessaire, je crois qu'il faut le rappeler.
Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de, vous voyez, d'écart entre effectivement ces échecs russes. Ils ne sont pas quand même si nouveaux que cela. Il y en a quand même beaucoup. Avec, on le sait, quand même l'état d'une armée russe qui a été très manifestement surestimée par la plupart des experts. On l'a vu en 2022. Avec également, quand même, il y a un certain moment où la réalité de la société russe et de l'économie russe, du régime russe, se paye. C'est-à-dire que l'on voit quand même une fuite des cerveaux, une fuite des ingénieurs, des élites. Moi, je me rappelle déjà, elle commençait en 2006-2008, ça a un certain nombre de conséquences. Et de l'autre côté, vous voyez d'ailleurs les Ukrainiens, ce qui est assez quand même intéressant, montrer une capacité, je dirais, technologique qui se démontre avec les frappes régulières. Moi, chaque fois que je vais en Ukraine, je le revois. Vous avez cette capacité-là. Mais pour terminer effectivement sur la question de la dissuasion nucléaire, il y a derrière un certain nombre d'autres questions qui, à mon avis, vont devoir se poser. C'est qu'est-ce qu'on fait aussi de la question future de la non-prolifération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'États, y compris d'ailleurs, soyons clairs, l'Ukraine, qui sont fortement tentés pour dire, mais finalement, le seul moyen d'être totalement dissuasif, c'est de se doter d'une puissance nucléaire. Surtout qu'évidemment, on le sait, l'Ukraine les avait abandonnés à la suite du mémorandum de Budapest de 1994, et elle se dit, mais finalement, si nous les avions gardés... Ils s'en mordent les doigts. Voilà, ils en mordent les doigts, absolument. Et donc aujourd'hui, vous avez aussi cette question-là. Le cri d'alarme de Joe Biden ce soir, c'est une des déclarations de la soirée où le président américain dit, contrairement aux Européens qui attaquent peu la Chine, et ils sont très prudents vis-à-vis de la Chine, les Américains, chaque jour ou presque, sont en train de dire attention, regardez ce qui est en train de se passer là-bas, c'est très dangereux, écoutez-le. Nous pensons que Xi Jinping cherche à se concentrer sur les défis économiques intérieurs pour minimiser les turbulences en Chine, sur les relations diplomatiques, et il cherche également à s'acheter un peu d'espace diplomatique. À mon avis, pour poursuivre agressivement les intérêts de la Chine. Elle continue de se comporter de manière agressive, nous mettant à l'épreuve dans toute la région. Voilà. Qu'est-ce que les Américains voient que nous ne voyons pas ? À Paris, à Berlin, je n'entends pas ça. Chaque jour, les Américains disent attention, il est en train de se passer ici une menace montante de la Chine. Je pense que le contexte dans lequel ces mots sont prononcés est important. C'est-à-dire que c'est le moment un peu crépusculaire de Joe Biden où il veut vraiment cimenter son legs en matière de politique étrangère, et donc il reçoit dans le cadre de ce qu'on appelle le Quad, donc le dialogue de sécurité entre l'Inde, l'Australie, les États-Unis et le Japon. Et il a choisi de faire ça en plus dans sa maison d'enfance à Wilmington dans le Delaware. Donc il y a un micro qui est resté allumé et il devait y avoir un communiqué, il a d'ailleurs été publié par le Quad, qui ne mentionnait pas nommément Pékin ou la menace chinoise. Or très clairement, ce n'est un secret pour personne, le Quad est fait pour contenir la menace économique et militaire croissante que la Chine représente dans cette partie du monde. Et ce qui est en train de se passer, c'est que militairement, et on a souvent mis les deux tableaux face à face, petit à petit, dans cette partie du monde en tous les cas, la Chine rattrape progressivement, presque inexorablement, les États-Unis en termes capacitaires. Mais attention, la plupart des analystes sont d'accord pour dire qu'à ce stade, la Chine est en train de traverser une sorte de plateau, parce que la Chine a des problèmes intérieurs et notamment économiques qui sont absolument considérables. Mais voilà la question. Et j'en termine par là, pour Joe Biden, et je le disais, c'est un moment crépusculaire, après le 5 novembre, est-ce que des initiatives comme le Quad se poursuivent ? Ou est-ce que la Chine se dit... Y a-t-il un sentiment américain que c'est leur hache, c'est-à-dire c'est maintenant qu'ils doivent défendre leur primauté face à la Chine, c'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans. Je veux dire, pour eux, ils doivent absolument mettre le maximum d'argent. Le contribuable américain paye, il faut dire ce qu'il y a. Il paye souvent ce que le contribuable européen ne paye pas. Non, mais moi j'ai l'impression, pour rebondir sur ce que vient de dire Gallagher, que c'est effectivement quand même très corrélé au fait que Joe Biden n'est là que jusqu'au 20 janvier prochain. Et donc que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur la Chine, sur ces dossiers chauds, je dirais, il dit des choses qu'il n'aurait peut-être pas dites auparavant. Ce communiqué du Quad était fort diplomatique, il ne disait absolument pas la même chose. Donc là, le micro est resté ouvert et on est dans le dur avec Joe Biden qui dit ce qu'il pense. Et effectivement, ça fait partie des relations internationales aujourd'hui, des rapports de pouvoir sur notre planète. Mais moi, je ne vois pas de différence fondamentale avec ce qu'a pu être la politique des États-Unis, du gendarme du monde depuis longtemps. Même si les récents, qui commencent à
dater maintenant, guerre que je ne considère pas comme des victoires des États-Unis, à savoir en Afghanistan et en Irak, ont pu modifier cet état d'esprit. Les États-Unis se considèrent encore aujourd'hui comme le gendarme du monde. Il y a, je pense, une réalité qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que les États-Unis sont bordés par 2 océans, dont l'océan Pacifique, et la présence américaine, à la fois économique et militaire dans le Pacifique, est très importante. Les États-Unis ont des alliés là-bas, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan. Il y a une partie de la flotte qui est dans la région, et effectivement, les États-Unis voient bien qu'il y a une double offensive chinoise, à la fois en termes d'armement. On a l'impression que le programme militaire chinois est absolument sans limite, et que donc petit à petit la Chine rattrape les États-Unis. Et si vous doublez ça d'une puissance économique qui n'a jamais été aussi forte, même s'il y a un ralentissement de la consommation intérieure, mais les exportations chinoises, regardez les déficits commerciaux qu'on a avec eux, elles n'ont pas diminué. Donc c'est là la puissance globale. À la limite, par contraste, la Russie n'est plus qu'un problème résiduel pour les États-Unis. Alors je pense que sur la Chine, il y a une ambiguïté aussi de la politique américaine, parce que regardez 2 séquences complètement opposées. Vous avez d'abord la séquence du sommet de l'OTAN à Washington. Pour la première fois dans le communiqué final du sommet de l'OTAN, vous avez des paroles extrêmement dures à l'égard de la Chine, qui la désigne comme une menace vraiment profonde. Et de l'autre côté, vous avez eu, il y a 1 mois et demi, la visite de Jake Sullivan à Pékin, donc le conseiller national de sécurité de Joe Biden, qui était au contraire sur l'apaisement, sur le dialogue. Mais ça, ils le font à l'égard des Russes aussi. Ils parlent aux Russes aussi, les Américains. Oui, ça n'empêche pas d'être adversaires. Ça, c'est pas mis en charge. Là, c'était la visite de Jake Sullivan à Pékin, et la rencontre avec Xi Jinping notamment, en même temps que les autres officiels chinois, c'était vraiment mis en scène. Donc vous avez toujours les deux. Et vous avez aussi derrière le vrai sujet, qui est le sujet quand même, je dirais, de la concurrence économique, que les Américains entendent traiter différemment de la concurrence sur le plan diplomatique et nucléaire. Les deux sont en partie déliés, il ne faut pas l'oublier aussi. Le moment difficile pour les Américains, écoutez cette séquence, elle peut paraître anecdotique, elle ne l'est pas, parce que quand on est Joe Biden, comme qu'on était en d'autres temps Léonid Brejnev, ne pas être maître de ses moyens physiques, c'est un problème réel. C'est un moment, dans le même contexte que vous rappeliez, où visiblement Joe Biden ne sait même plus la personne qui va parler avec lui, il a l'air de chercher de qui il s'agit. Rappelez-vous, dans la chute de l'Union soviétique, les États-Unis ne sont pas menacés de chute, mais l'état physique et psychique du président est un problème politique. Écoutez cette séquence. I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. Ah, la séquence est terrible parce que tout est organisé. Il y a la voie de secours qui vite arrive pour dire voilà. Who is next du président Biden là, qui est quand même qui vient comme une espèce de colère. Et comme un très vieux monsieur qui perd un peu son esprit à ce moment-là. C'est quand même la première puissance de l'univers à un moment crucial. Et pour l'instant, il est là jusqu'en janvier. Hein. Oui, à mon avis, Narendra Modi a dû apprécier. Oui. C'est quand même le Premier ministre de l'Inde, la 4e puissance du monde. C'est quasiment, il dit, c'est qui celui-là, quoi. En fait, moi, j'ai l'impression. Non, mais pour être positif, c'est comment se fait-il que les États-Unis soient toujours gouvernés avec un président de la République dans cet état-là? Et moi, je pense qu'en fait, c'est parce que c'est les séquences. Parce qu'il y a des moments où il est assez présent et où il a un vrai esprit de répartie, et d'autres moments où effectivement il est complètement absent, comme s'il avait des espèces de phases. Mais je pense que les démocrates doivent se réjouir tous les matins d'avoir mis sur orbite Kamala Harris. Hein. Alors maintenant, on peut se refaire cette séquence, mais avec les yeux de Vladimir Poutine ou Xi Jinping. Quand vous voyez ça, moi je pense qu'on rentre là dans une période de turbulence avant novembre, où et même Benjamin Netanyahou, même d'autres qui se disent c'est le moment ou jamais. Il n'y a pas ou peu de pilotes dans l'avion, profitons-en. Parce qu'on a une administration américaine incarnée par Joe Biden qui est certes très bien entourée, mais qui donne une apparence de faiblesse, d'indécision, de fragilité. Et donc, quand on a les yeux du carnassier, je pense que ça peut aiguiser l'appétit, ce genre de séquence.